Bonjour. Est-ce que vous êtes amoureux? Je veux dire terriblement amoureux, hein. Passionnément amoureux, voire à la folie. Et si ce n'est peut-être plus tout à fait le cas, alors essayez de vous souvenir de cette sensation de votre corps quand vous avez le corps léger, un sourire niais, des idées brouillées, ou alors votre force décuplée. Et plongeons dans l'amour. Voyez-vous ce tableau de l'individu amoureux qui se dessine dans votre esprit? Que me diriez-vous si je vous disais qu'il ressemble pourtant à un individu drogué? Et pour cause, sur le plan neuronal, hormonal, l'amour serait une drogue comme les autres. Elle utiliserait les mêmes circuits du plaisir ou de la récompense via les mêmes cocktails d'hormones. D'ailleurs, la recette, elle est diablement simple. Une base de dopamine, ajouter un peu de testostérone et de la lulibérine, c'est pas facile à dire ça. Saupoudrer un peu d'ocytocine et paf, la recette de Cupidon. La dopamine d'abord, hormone du désir, celle qui vous donne envie d'agir, d'aller de l'avant, de découvrir ou de faire l'amour. À cela, une bonne dose de testostérone et de lulibérine qui agit comme un coupe-faim et en même temps comme un stimulant de la dopamine. Vous arrosez le tout d'ocytocine, l'hormone dite de l'attachement, et vous voilà amoureux. Enfin, accro. Accro, oui, accro à l'autre. Sauf que, comme tout drogué, vous finissez par connaître l'effet d'accoutumance qui s'installe. Les mêmes doses des mêmes substances ne parviennent plus à suffire, bien que votre dealer soit toujours là, à vos côtés, puisqu'il ne cesse en fait par sa présence de vous approvisionner. Vous ne ressentez plus tellement le manque. Une sorte de drogué routinier, chaque jour, un peu moins surexcité, mais toujours accro. Alors oui, ça paraît fou, mais c'est pas fini. Parce qu'un groupe de chercheurs a voulu regarder ce qu'il se passe dans la tête des amoureux tout juste en rupture. Là, c'est un peu malsain. Les chercheurs, d'ailleurs, ont constaté, imagerie médicale à l'appui, que leur cerveau fonctionne exactement comme un cerveau d'un grand drogué en manque. Alors que faire? Soit on cherche à se désintoxiquer, définitivement sur le mode d'une vie d'ermite, soit, par palier, bien que c'est compliqué de revoir le dealer, vu qu'il est lui-même, par sa présence, la source du désir. C'est comme si vous disiez à votre femme que vous aviez quitté. Bon, c'est quitté un peu vite. On peut se voir un peu demain. Et après-demain aussi. Mais c'est tout. Soit. Eh bien, on peut tenter de vivre le mieux possible dans cet état de dépendance. Et donc ça, c'est la troisième voie, hein. Cette dernière option, eh bien, c'est d'essayer d'avoir conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue en nous. Je parais un peu dramatique en parlant de l'amour comme ça. Mais qu'on se rassure, la philosophie est là pour nous. Enfin, plus exactement, un philosophe du nom de Marcille Ficin, né en Toscane en 1433. Il est une figure centrale du Quattrocento. Le Quattrocento, c'est rigolo à dire, c'est la contraction de mille quattrocento, qui signifie en italien 1400. Un terme des plus mignonnés pour décrire simplement le mouvement qui amorce la sortie du Moyen Âge et le début de la Renaissance en Europe. Ce Marcel Ficin est en fait célèbre pour avoir traduit les œuvres complètes de Platon du grec vers le latin. Il a permis même de réintroduire, par là, en Occident, la pensée de Platon, mais aussi de Plotin et de Porphyre. Il a écrit d'ailleurs ce siècle, donc du Quattrocento, comme un âge d'or, a restauré la lumière des arts libéraux qui avaient presque disparu. Grammaire, poésie, rhétorique, peinture, sculpture, architecture, musique. Donc nous, pour le cadre de cette émission, nous ferons probablement un coin culture dédié à la Renaissance. Alors là, nous, on va simplement revenir sur la drogue la plus commune et la plus répandue dans le monde, à savoir l'amour, notre sujet. Paradoxalement, on parle de l'amour là, quelque chose qui est censé être merveilleux, ou quand on est amoureux l'un de l'autre, eh bien on dit qu'on aime l'autre. Il n'y a rien de négatif normalement là-dedans.
qu'est-ce que cela peut-il dire d'autre qu'être là pour l'autre, le chérir, le soigner, pour l'écouter, pour le comprendre, en somme, eh bien, pour lui faire du bien et améliorer son bien-être. Le tout en passant, évidemment, par le corps dans tous ses états. Cet amour pour l'autre, et pour tous les autres, je veux dire, il y a la famille, les amis, les amants, semble une bonne chose. Alors pourquoi parler de drogue quand on parle de l'amour? Or, eh bien, le cœur de notre réflexion sera donc non pas de dire l'amour c'est mal, c'est comme la drogue, c'est mal, voyez, mais simplement qu'au vu de la similarité de l'amour et de la drogue, comment éviter ce phénomène de l'accoutumance qui peut desservir l'amour. Alors je n'aime pas la réduction à outrance, mais c'est se demander si finalement, comment rester dans le désir sans en dépendre. Comment vivre l'amour. Alors attention, je suspends la réflexion en rappelant que cette émission n'a pas pour but de dire la manière de comment bien aimer. Il y a certainement plusieurs méthodes là-dessus. C'est juste vous proposer une réflexion philosophique de l'amour dans un cadre philosophique. C'est tout. Si vous regardez ça et que vous êtes en couple ou amoureux, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour jeter un pavé dans la mare. Que les amours durent toujours, comme dit le dicton. Et cependant, cette émission, en y réfléchissant, peut en revanche s'avérer utile pour ceux dont la rupture est ou a été difficile. Fin de la parenthèse. Doit-on s'écarter de tout ce qui est de l'ordre de la fusion? Quand les gens disent « Ah, on est fusionnel » et de la dépendance de l'autre. Car quand on parle de drogue et qu'il s'agit de s'en écarter, eh bien, c'est de cela qu'on doit s'évertuer à faire, s'écarter du chemin de la drogue. Mais doit-on s'empêcher, dans le cadre d'une relation, de dire à l'autre « j'ai besoin de toi », voire à la limite de ne même pas lui dire « je t'aime », mais dire plutôt le « j'aime à toi », qui serait moins conséquent, ou dire plutôt « je me réjouis que tu existes », et ainsi, carrément là, se détacher de l'autre, en lui disant eh bien l'amour qu'on a pour lui. Cette idée de se réjouir de l'existence de l'autre, c'est un sentiment qui n'est pas exclusif aux partenaires amoureux. Les parents, par exemple, se réjouissent, enfin du moins je l'espère, de l'existence de leurs enfants. Cela signifie évidemment pas qu'ils veulent les aimer à la manière dont les parents s'aiment le soir sous la couette. Ça en dit non, on ne veut pas de pédophilie là-dedans. Mais les parents envers les enfants ne désirent-ils pas en fait rapidement que leurs enfants deviennent ceci ou cela? Je veux dire, au lieu de simplement se réjouir de leur existence, les parents ne placent-ils pas en eux en fait des attentes tôt ou tard? Et celles-ci sont-elles en contradiction avec le souvenir du moment heureux, par exemple où l'enfant naît et est là devant les parents? Ce moment d'émotion pure, quoi. Et à vrai dire, en fait, le problème est là. Est-ce que avoir des attentes envers l'autre est encore amour? Les parents se réjouissent de l'existence de leurs enfants, et c'est cela la vision de l'amour que nous proposons. Mais n'est-ce pas les aimer davantage que de leur souhaiter le mieux, et donc d'avoir des attentes envers eux? Eh bien ainsi nous voilà propulsés dans les hautes strates, les hautes sphères du sujet amoureux. Et c'est donc à se demander si on peut encore parler d'amour général. Ou alors, lorsqu'on parle d'amour, parlons-nous d'amour selon une définition étroite. Car il y a bien une différence entre vivre l'amour pour sa femme et vivre l'amour pour ses enfants. Pour le philosophe Marcille Ficin, dans De Amore, le commentaire du banquet de Platon, Marcille Ficin dit « La source de l'amour est la même ». C'est-à-dire que l'amour exprime de manière différente, oui, mais tout en gardant une force tout à fait similaire. C'est d'ailleurs un livre fascinant sur la Renaissance que je vous conseille. Marcille Ficin et sa définition nous a-t-il sorti de la dépendance pour autant? Rappelons-nous qu'il est problématique dans notre émission, justement ce rapport entre la drogue et l'amour, puisqu'on les compare.
Et ça, c'est pas rien. Dire que la source de l'amour est la même, finalement, est-ce que ce n'est pas dire que l'amour est une unité? L'amour n'est-il pas au contraire multiple? Alors, il ne s'agit pas non plus de dire l'amour, c'est avoir chaque soir un amant différent, mais l'idée d'unité peut renvoyer à celle du couple. Or, l'unité d'un couple, c'est précisément la perte de la relation un plus un. Le couple, eh bien, c'est déjà le 2. Ce qui fait que euh, lorsqu'on entend dire de la richesse de l'amour, c'est avant tout la rencontre et la possibilité de se séparer, de se retrouver, de partager. Oui, pourquoi pas? Alors, dans ce cas-là, pourquoi vouloir l'unité quand nous vivons dans le multiple? Eh bien, c'est que quand Ficin, le philosophe, parle d'unité, eh bien, en fait, c'est dans un autre contexte que le nôtre. À son époque, il faut comprendre que cela cache en fait le concept d'harmonie de l'âme. Oula. Eh bien, c'est-à-dire que l'homme est l'être qui est capable de se laisser gouverner uniquement par des désirs pulsionnels, mais aussi de s'élever spirituellement, moralement, intellectuellement. Ainsi, quand on parle d'unité, eh bien, en fait, c'est simplement une capacité de l'homme à se recentrer. D'ailleurs, Ficin ne voit ce recentrement possible uniquement que par l'amour. C'est d'ailleurs l'amour qui peut permettre à l'homme de se retrouver. L'unité est d'abord à titre individuel. De ce fait, il n'y a pas de condamnation, par exemple, de celui qui a 1000 amants, bien qu'il ait dit que l'homme peut s'y perdre. On ne peut pas juger la méthode individuelle d'un individu pour l'amour. Mais on est quand même dans la lignée de Platon, dont Marcille Ficin se réclame. Il dit d'ailleurs l'homme est capable de s'élever ou de se détruire, et l'amour est une sorte de double force qui peut donc amener une élévation ou une perdition. Alors, élévation et destruction, tout ça se passe dans le corps. Nous sommes incarnés dans notre corps. Pour le philosophe, et il y a pour celui qui loue la beauté corporelle une compréhension au travers de cette beauté, la conception d'une beauté supérieure. À la Renaissance, d'ailleurs, c'est la découverte en fait de ne pas uniquement se satisfaire des corps. Il y a parfois plus à en tirer. Et pour revenir au début de notre entretien, l'amour passionnel, par exemple celui de la fusion, est d'ailleurs un problème chez Marcille, qui est lié à l'amour de l'engendrement, la création d'une fusion qui ne serait pas réelle, donc possiblement dangereuse. Marcille Ficin, il écrit quand même de très belles choses, comme par exemple que les hommes vont chercher par des voies diverses une vérité qui est unique. Par exemple, dans le cadre de l'amour, celui qui a 1000 personnes ou celui qui en a qu'une. Et c'est cette chose commune que nous cherchons, quelle que soit la manière, la religion de celui qui va la chercher. D'ailleurs, religion ou manière qui peut choquer les uns et les autres, peu importe. Il dit, et ça c'est un très beau message, il faut protéger et chérir ce qui est commun à l'humanité. Très bien, mais moi, dans ma vie de couple, ça veut dire quoi ça? Alors que signifie, oui, tout ce charabia? La rencontre des corps, la fusion, l'âme. C'est quoi l'amour? What is love? L'amour est-il finalement une simple reconnaissance de l'autre? Non. Un élément de réponse, en tout cas apporté à notre réflexion, est de garder simplement une ouverture d'esprit et de ne pas chercher à posséder l'autre. Car quel désir cache l'amour? Posséder l'autre, l'avoir toujours à portée de la main, ou se réjouir que l'autre existe, c'est-à-dire qu'il vit, nous terminons notre enquête sur une aporie. Si l'amour est similaire à une drogue, est-il le signe du don ou du manque? Si je me réjouis que l'autre existe, d'un côté, celui du don, eh bien, qu'est-ce que je peux apporter, donner à l'autre? D'un autre côté, celui du manque, eh bien, sans l'autre, je ne suis rien. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Bien que nous avons arpenté le chemin de la connaissance sur l'amour, le problème est toujours douloureux, comme une épine sous le pied. Dans un prochain épisode, j'amènerai très certainement un nouvel élément de réponse qui peut-être fera conclusion à ces affaires amoureuses.